Le mari éploré en est convaincu. Fathia a tué Dafina. Il était quasiment sûr que c'était son ex qui aurait pu faire du mal à ma mère. C'est ce qu'il a dit aux inspecteurs de police direct aussi. Je suis sûr que c'est mon ex-femme. C'est un axe d'enquête qui est très intéressant. Encore faut-il, caractériser chez cette ex-compagne la volonté encore de faire payer la situation. Fathia Mogdad se retrouve donc dans le collimateur des enquêteurs. Bobigny, 27 novembre 2012. À 11h31, un homme affolé appelle la caserne des pompiers. Les pompiers, j'écoute. Oui, bonjour, je m'appelle Patrice. J'ai retrouvé ma femme, elle s'est étouffée, je sais pas ce qu'elle a. Est-ce qu'elle peut vous parler? Non, pas du tout, elle est inconsciente. Elle est inconsciente? Oui, on dirait qu'elle s'est étranglée, je comprends pas. Monsieur, écoutez-moi. Vérifiez bien si vous posez votre main sur son ventre, d'accord? Vous mettez votre tête au-dessus de sa bouche. Et vous regardez bien si elle respire. Non! Elle respire pas? Non! D'accord, ok. Donc ce qu'on va faire, monsieur, vous allez vous mettre à quatre pattes, à genoux à côté d'elle. Oui, mais elle a un lacet autour du cou, je comprends pas. Elle a quoi? Un lacet autour du cou, comme si qu'elle a voulu s'étrangler, je sais pas. Elle a quoi autour du cou, monsieur? Un lacet! Un lacet? Oui, un lacet, c'est mon caleçon en plus. Mais est-ce qu'il est accroché quelque part? Oui, autour du cou. Oui, mais... Avec une ceinture aussi. Avec une ceinture? Autour du cou? Oui, je l'enlève, je fais quoi? La ceinture, elle est serrée là? Serrée, oui. Est-ce que vous pouvez essayer de retirer doucement un peu la ceinture? Oui, mais la corde, elle est bien ficelée, la corde, c'est pas possible. Là, on l'a tué, là, c'est pas possible. On va masser, monsieur, d'accord? Vous vous mettez comme je vous ai dit. Vous vous mettez bien à l'aplomb et à chaque fois que je dis top, on enfonce la poitrine, d'accord? D'accord. Vous dites top en même temps que moi, d'accord? On est prêt? Top, 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 top. Malgré les efforts de Patrice Dupuis, sa compagne Dafina ne reviendra pas à la vie. Aucun endroit de son corps n'a été épargné par la violence des coups qui lui ont été portés. Les causes de la mort, c'est l'étranglement. On va retrouver des touffes de cheveux aux abords du corps de Dafina, des cheveux qui lui ont été arrachés. J'ai la sensation qu'on a eu affaire à une confrontation entre deux femmes. Il était quasiment sûr que c'était son ex qui aurait pu faire du mal à ma mère. Fathia Mogdad ne supportait pas l'idée que Patrice ait pu appartenir à une autre femme. Le mariage doit avoir lieu le 8 décembre. Elle sait qu'elle n'a plus le temps de convaincre Patrice. Donc la seule chose qui lui reste à faire, c'est d'empêcher, peu importe le moyen, ce mariage. Dix minutes après l'appel de Patrice Dupuis, les secours pénètrent dans son appartement au 1 rue de Normandie à Bobigny. Lorsque les pompiers arrivent sur place, ils vont remplacer Patrice Dupuis qui tentait tous les gestes nécessaires à la réanimation. Et très rapidement, ils vont se rendre compte qu'il n'y a plus rien à faire et ils constatent officiellement le décès à 12h20. Patrice Dupuis est effondré. Il vient de perdre la femme de sa vie dans des conditions particulièrement violentes. Elle a le visage congestionné, mais on remarque aussi un certain nombre de coups au niveau de la face, notamment au niveau du nez, avec un petit épanchement sanguin. On va retrouver des touffes de cheveux aux abords du corps de Dafina, des cheveux qui lui ont été arrachés, pas quelques cheveux, mais des touffes entières. On va voir qu'elle a le nez complètement abîmé,
des ecchymoses sur tout le corps, des chevilles jusque sur le cuir chevelu, c'est-à-dire qu'aucun endroit de son corps n'a été épargné par la violence des coups qui lui ont été portés. Les constatations des policiers sont terribles. Les causes de la mort, c'est l'étranglement. Elle a été étranglée, son larynx a été écrasé. La fracture du larynx atteste de la violence et de la force de cette violence nécessaire pour ôter la vie à Dafina Ponovic. Qui peut être cet agresseur et a-t-il laissé une trace sur le corps de la victime? Et peut-être a-t-elle sous ses ongles un petit peu de peau de ses antagonistes, un cheveu, une fibre, que sais-je, et finalement on ne trouvera absolument rien. Pourquoi Dafina Ponovic ne s'est-elle pas défendue? Et qui a bien pu l'agresser avec une telle violence? Les enquêteurs font le tour de l'appartement avec son compagnon Patrice Dupuis à la recherche d'indices. Et rapidement, l'homme signale que certaines affaires ont mystérieusement disparu. Le sac à main a disparu, le téléphone portable, les choses qui se trouvaient dans le sac, à savoir les moyens de paiement. On a également la disparition, quasi certaine à ce moment-là, d'un appareil photo et de l'ordinateur portable. Tout laisse penser qu'il s'agit d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Seulement certains détails vont attirer l'attention des enquêteurs et venir contredire cette thèse. Si des cambrioleurs avaient voulu s'introduire simplement pour faire main basse sur des valeurs notamment, les cartons auraient été éventrés, les tiroirs encore garnis auraient été ouverts. Très très rapidement, les policiers écartent toute possibilité de cambriolage. Et puis, il y a un autre détail qui intrigue. Ils s'aperçoivent qu'il n'y a pas de traces d'effraction, c'est-à-dire que la porte n'a pas été forcée. Donc l'hypothèse la plus probable est que la victime a ouvert à l'auteur ou aux auteurs. À qui Dafina a-t-elle ouvert la porte? Connaissait-elle son agresseur? Et que s'est-il passé ensuite? Les équipes de la police scientifique arrivées sur place vont apporter un début de réponse. On inspecte les plaintes, on inspecte les montants de porte et on remarque effectivement en partie basse des micro-gouttelettes, des épanchements brunâtres, assez caractéristiques du sang qui a coagulé, qui a foncé, qu'on retrouve précisément en fait sur le seuil de la première chambre. On retrouve du sang sur les murs par projection et on retrouve également du sang dans les siphons à la fois de la baignoire et également sur le robinet de la salle de bain. Il y a eu du sang en quantité importante, mais qui a été nettoyé. Alors, pourquoi l'agresseur de Dafina Ponovic a-t-il nettoyé les traces de sang? Pour l'heure, mystère. En fait, les enquêteurs se demandent si le mari Patrice Dupuis ne serait pas impliqué dans le crime. Plusieurs indices penchent pour cette thèse. D'abord, il n'y a pas eu d'effraction. Et puis sa femme Dafina a été étranglée avec sa ceinture à lui et le cordon de son maillot de bain. Elle a quoi autour du cou, monsieur? Un lacet. Un lacet. Oui, un lacet, c'est mon caleçon en plus. Et si Patrice Dupuis avait tué son épouse avant d'appeler lui-même les pompiers? Pour les policiers, le mari devient le suspect numéro 1. Dès le lendemain, l'homme est convoqué au 36 quai des Orfèvres. Les policiers veulent connaître son emploi du temps le matin du meurtre. Il expliquera aux enquêteurs qu'il s'est levé ce matin-là, plutôt de bonne heure. Il a quitté son domicile à 7h45 pour accompagner donc son beau-fils à l'école. Patrice indique ensuite s'être rendu sur son lieu de travail, une entreprise de pompes funèbres. Chose qui sera vérifiée et qui montrera qu'effectivement, il était au travail. Et on confirmera tout ça par une étude de sa téléphonie qui montrera effectivement que l'activation des cellules correspond à ses déclarations à 100%. Les explications de Patrice Dupuis semblent sincères, tout comme son attitude de mari éploré. Il est désespéré, il est fatigué, il est sous le choc, effondré, il est perdu. L'homme raconte alors aux policiers sa rencontre avec Dafina, une rencontre qui a littéralement changé sa vie. Il parle d'elle comme d'une personne avec laquelle il renaît.
C'est quelqu'un qui est son soleil à ce moment-là, qui lui permet de rebondir dans la vie à un moment où il était effectivement mal en point. Il m'avait dit, c'est une femme, c'est la première femme, franchement, que j'adore. C'est un rayon de soleil. Dafina était caissière dans un supermarché en banlieue parisienne. Tous ses proches racontent aux policiers qu'elle menait, comme on dit, une petite vie sans histoire. C'est quelqu'un qu'on aime facilement, qui est pleine de vie, qui est heureuse de vivre et qui, du coup, était souvent de bonne humeur et qui aimait la vie. Dafina Ponovic était divorcée et mère de 4 enfants. Pour son fils aîné, Nicolas, elle était un exemple. Forcément, il y a eu des moments difficiles. Il y a eu des moments très difficiles, des moments où bon, je l'entendais pleurer, mais elle n'a jamais baissé les bras. C'était une femme courageuse. Pour Dafina, la rencontre avec Patrice Dupuis lui avait apporté l'espoir d'un renouveau. Lorsque Dafina et Patrice se rencontrent, c'est véritablement un coup de foudre. Elle est prête dans sa tête et lui, il attend ce changement depuis plusieurs années déjà. Il ressemble vraiment à un jeune couple d'amoureux, un peu adolescent. En tout cas, le côté très jeune couple, très amoureux, qui veulent plus se lâcher, qui se lâchent pas d'ailleurs du tout, qui s'embrassent tout le temps, qui ont toujours 3 milliards de choses à se raconter. Jamais j'ai vu mon frère comme ça depuis longtemps, quoi. J'ai trouvé vachement joyeux. Il arrêtait pas de faire des bisous. Moi, il y avait longtemps que je voyais plus mon frère comme ça heureux, quoi. Donc la décision de s'installer ensemble, elle vient très très vite. Immédiatement, elle s'impose comme une évidence. Ils n'ont pas envie d'être loin l'un de l'autre, ils ont envie de tout partager ensemble, et c'est ce qu'ils vont faire. Ainsi, 6 mois après leur rencontre, le couple décide de déménager et de tout recommencer. Nous sommes le 27 novembre et le couple devait déménager le 1er décembre. Ils avaient décidé de quitter Bobigny pour partir en Normandie. Une semaine après, Dafina partait. Elle démarrait sa nouvelle vie. Donc dans son appartement, vous avez quantité de cartons. C'est un appartement qui est sur le point d'être libéré. Les deux amoureux s'étaient jetés à corps perdu dans leur nouvelle vie, à tel point que Patrice avait demandé la main de Dafina. Moi, quand ma mère elle m'a dit qu'elle allait se marier, j'étais surpris. Et je pense qu'elle était stressée, mais contente en même temps, parce qu'elle se voyait qu'avec lui et plus avec personne d'autre. Elle était évidemment très heureuse, très enthousiaste, mais avec un côté, oh là là, j'y crois pas. Moi, je vais pouvoir me marier, mais ça m'arrive à moi. Mais finalement, elle n'arrivait pas à croire à son bonheur. Un bonheur imminent, car comble de l'horreur, Patrice Dupuis et Dafina Ponovic devaient se marier 11 jours plus tard, le 8 décembre 2012. La jeune femme avait d'ailleurs déjà acheté sa robe. Les policiers comprennent que Patrice Dupuis n'avait aucune raison de tuer la femme avec laquelle il voulait refaire sa vie. Le compagnon éploré est mis hors de cause. Les enquêteurs se tournent alors vers le voisinage du couple. Et ils vont découvrir que depuis quelques jours, des personnes inquiétantes s'intéressaient à la victime et venaient poser de drôles de questions. Ils vont notamment apprendre par ses voisins que 3 femmes sont venues une fois demander des renseignements à propos de Dafina. Assez rapidement, semble-t-il, les questions sont posées sur le comportement de cette femme vis-à-vis des hommes. Voilà, elle s'enquiert du commérage qu'il peut y avoir sur le compte de la victime et de son nouveau compagnon. Étrange. Et en se rendant sur le lieu de travail de la victime, les enquêteurs découvrent que là encore, des femmes sont venues poser des questions sur Dafina. Mais cette fois, après son décès. 2 femmes se seraient présentées au supermarché et auraient questionné une caissière sur la façon dont leurs collègues étaient décédés. Alors, qui sont ces femmes qui se renseignent sur Dafina ? Si tout le monde l'ignore encore, il y a une personne qui a peut-être la réponse. C'est Patrice Dupuis. D'ailleurs, quelques jours plus tard, il se présente de lui-même au 36 quai des Orfèvres, car l'homme a d'importantes révélations à faire.
En effet, il se souvient maintenant d'actes de malveillance dont Dafina et lui avaient été la cible quelques semaines plus tôt. Il s'agit principalement de la voiture de sa compagne, dont les pneus ont été à plusieurs reprises ou dégonflés ou crevés. Sur la boîte aux lettres de Dafina Ponovic, il y avait le nom de Patrice Dupuis qui avait été rajouté. Et en fait, la boîte aux lettres avait été abîmée, mais surtout on avait rayé, effacé au stylo, avec une pointe, le nom de Dafina et le nom de Patrice, comme si on voulait les effacer, en fait. Et ce n'est pas tout. La voiture de Patrice avait elle aussi été visitée. On lui avait déposé des espèces de boulettes de papier humide. Et d'ailleurs, à ce propos, il indique qu'il n'y a pas eu d'effraction dans sa voiture. Et la cité où il était déjà, c'était fracturé, c'était pour piquer la bagnole. Mais non, la preuve, elle est restée là. Et la seule personne qui détenait le double des clés de sa voiture, c'est son ex, Fatia Mogdad. Face aux policiers, Patrice Dupuis explique que Fatia, son ex-compagne, est capable du pire. Car cette femme est d'une jalousie maladive. D'ailleurs, Patrice l'avait quittée 6 mois plus tôt, après 15 années de vie commune. Patrice et Fatia se sont connus en 1990 dans un bar PMU, le bar PMU de Drancy. Elle y était serveuse. Il était tout jeune, il avait 26 ans, elle en avait 43. Fatia Mogdad va jeter son dévolu sur Patrice Dupuis. Il va y avoir, à mon sens, une histoire qui démarre sans doute très bien. Moi, je l'ai trouvée très gentille. Même au début, elle m'a fait des cadeaux, tout ça. Je la connaissais à peine. Ensemble, Patrice et Fatia vont avoir un fils. Mais rapidement, leur relation va basculer dans un cauchemar. Fatia va exercer une emprise de plus en plus forte sur Patrice et faire le vide autour de lui. À commencer par les 2 petites filles qu'il a eues d'un précédent mariage. Patrice, il avait la garde des enfants de sa première femme. Les enfants, ils ont senti qu'elle n'était pas bien déjà. La dame, pour eux, elle était méchante. Elle a fait beaucoup de petites crasses, quoi. Tout ce qui permettait de signer l'existence d'une autre relation qu'il aurait pu avoir avec une autre femme, elle le rejetait en bloc, elle essayait de l'effacer, elle essayait de le nier. Rapidement, Fatia Mogdad isole Patrice du reste de sa famille. Et petit à petit, l'homme sombre dans la dépression. Je l'ai vu changer. Il s'est mis à la cigarette et à boire aussi. À boire, parce que quand il était avec sa première femme, il ne buvait pas. Entre Patrice et Fatia, son ex-compagne, les disputes se multiplient. Et la violence monte d'un cran. La relation de Patrice Dupuis et de son ex-compagne est assez délicate déjà depuis 7 ou 8 ans. Au vu d'un certain nombre d'événements qu'on va recenser, notamment d'intervention de la police à domicile pour des différends conjugaux un peu violents, et pas toujours qu'au crédit de M. Dupuis. Fatia Mogdad et Patrice Dupuis se déchirent. Alors l'homme trouve refuge dans les bras d'une autre femme. Et lorsque Fatia l'apprend, elle va s'en prendre directement à elle. Elle décide d'y aller, et là, il y a une très violente altercation verbale entre les 2 femmes. Elle a dit t'auras jamais un cheveu de Patrice, ça à moi. Et elle lui avait mis une baffe, je crois, à l'autre personne. Elle conclut sa phrase en disant tu n'auras pas un cheveu de lui, sinon, 3 petits points, comme une menace qui tombe, mais qu'elle n'a pas véritablement prononcée. Fatia semble ne supporter aucune rivalité. Alors, aurait-elle voulu se venger aussi de Dafina, la toute dernière compagne de Patrice? Le mari éploré en est convaincu. Fatia a tué Dafina. Il était quasiment sûr que c'était son ex qui aurait pu faire du mal à ma mère. C'est ce qu'il a dit aux inspecteurs de police direct aussi. Je suis sûr que c'est mon ex-femme. C'est un axe d'enquête qui est très intéressant. Encore faut-il, j'allais dire, caractériser chez cette ex-compagne la volonté encore de faire payer la situation. Fatia Mogdad se retrouve donc dans le collimateur des enquêteurs.
D'autant qu'un autre témoin, l'une des meilleures amies de Fathia, va révéler aux policiers qu'elle l'a aidé à espionner la nouvelle vie de Patrice Dupuis. Elle va un jour à la pharmacie où travaille la fille de Mme Mogdad et l'informe qu'un mariage est prévu entre Patrice Dupuis et sa nouvelle compagne. L'amie raconte que quelques jours plus tard, Fathia l'a appelée. Elle lui a demandé de les accompagner, sa fille et elle, chez Dafina Ponovic. Les trois femmes se sont alors donné rendez-vous devant la pharmacie où travaille la fille de Fathia. Au sortir de la journée de travail de la fille de Madame Mogdad, elles vont se retrouver toutes les trois pour aller au domicile de Dafina Ponovic, regarder de plus près ce que c'est que cette histoire de mariage. Fathia est dans une vraie colère parce que d'abord, elle n'a pas digéré la rupture. La rupture est très récente, ça remonte à 3 mois. Et puis surtout, elle n'accepte pas que l'homme de sa vie, celui qu'elle appelle son mari, celui avec qui elle a passé presque 20 ans, plus de 20 ans de vie commune, au bout de 3 mois, décide de se marier. Arrivée sur place, Fathia décide de monter sonner chez Dafina. Elle veut en découdre. Elle veut lui dire « j'existe, donc ça ne se passera pas sans que tu m'écoutes et tu ne pourras pas me le prendre ». Le fait est que ce jour-là, il n'y a pas de rencontre puisque quand on sonne à la porte, personne n'ouvre. Grâce à ce témoignage, les enquêteurs ont donc la confirmation que Fathia Mogdad, sa fille et leur amie sont bien les 3 mystérieuses femmes dont avaient parlé les voisins de Dafina. Et ce n'est pas tout. Grâce à l'analyse de la téléphonie, les policiers vont découvrir que ce n'est pas la seule fois où Fathia est venue sonner à la porte de la victime. Depuis 1 mois et demi, le téléphone portable de Fathia, accessoirement d'ailleurs de sa fille, sont très régulièrement sur la borne qui couvre le 1 rue de Normandie à Bobigny. Pire, les 2 portables bornent dans le secteur de l'immeuble le matin du 27 novembre 2012, le jour du crime. Les policiers pensent que les soupçons de Patrice Dupuis envers son ex-compagne sont avérés. Mais l'homme ne saura jamais la vérité, car quelque chose de terrible va bientôt se produire. En effet, depuis la mort de Dafina, Patrice se noie dans le chagrin, sous les yeux impuissants de son frère, Philippe. Il est resté 1 mois à la maison, pleurait tous les jours. Il était un peu shooté après avec les cachets. Il ne mangeait plus. Pendant 2 semaines, 1 mois, il n'a pas mangé, il prenait que les cachets. Il était déboussolé, quoi. Les fêtes de fin d'année approchent. Patrice part se réfugier chez ses parents, en Normandie. Mais son état ne fait qu'empirer. Il n'arrive pas à accepter la mort de Dafina. À 20h30, ce 3 janvier 2013, Patrice appelle son frère Philippe. J'ai eu mon frère au téléphone. Normal, on l'a parlé tiercé. Je lui ai dit demain j'allais jouer un cheval qu'on connaissait. Et puis je lui ai dit je te rappellerai vendredi, comme d'hab. Et c'est là il m'a dit ok frérot, t'inquiète pas, gros bisous, à bientôt. Mais quelques minutes plus tard, Patrice décide de mettre fin à ses jours. Il n'a pas laissé de lettre. Il avait Dafina dans la tête. Les images, tout ce qu'il a vécu. Il a vécu 6 mois avec elle, mais c'était 6 mois d'amour. Il avait mis des photos partout dans la chambre, là où il dormait chez mes parents. Il y avait des photos remplies de Dafina. Et au téléphone, il n'arrêtait pas de me dire « elle me manque trop, je l'entends. Il faut que je la rejoigne ». Le suicide de Patrice Dupuis n'étonne personne, car lors des obsèques de sa compagne, il avait prononcé quelques mots dramatiquement prémonitoires. Il avait donné une parole à Dafina.
Il avait donné la parole qu'ils vivraient toujours ensemble et qu'ils mourraient ensemble. Il lui a dit « Je te dis pas au revoir, je te dis à bientôt, chérie. » Et mon frère était en sanglots, il avait un peu du mal à parler et tout ça, il était en pleurs. Le 9 janvier 2013, 1 mois et demi après le meurtre de Dafina, Patrice est enterré au cimetière de la Courneuve. Il repose désormais avec sa fiancée, réunis pour l'éternité. Le même jour, quelques heures après les obsèques de Patrice Dupuis, Fathia Mogdad et sa fille sont interpellées à leur domicile. Elles sont placées en garde à vue et interrogées séparément. Mais devant les policiers, Fathia ne lâche rien. On a quelqu'un qui se montre assez rapidement minimaliste dans ses réponses et qui surtout ment relativement rapidement, avec un aplomb considérable. C'est quelqu'un qui ne laisse rien transparaître. En fait, Fathia Mogdad raconte qu'elle a vécu le départ de son conjoint comme un vrai soulagement, car l'homme était devenu violent. D'après ce que dit Fathia Mogdad, ça fait des années que Patrice Dupuis et elle ne s'entendent plus, qu'ils se disputent très régulièrement, qu'il est violent avec elle. Et la réalité de ce couple, c'était que M. Dupuis était complètement alcoolique et qu'il buvait à chaque repas et qu'une fois qu'il était alcoolisé, il était insultant. D'ailleurs, elle jure n'avoir jamais songé à le reconquérir, contrairement à ce que les témoignages laissent entendre. Vous n'avez pas un seul appel, pas un seul SMS envoyé par Mme Mogdad à M. Dupuis. Lorsqu'on veut récupérer quelqu'un, on essaye de le supplier, on essaye de le voir, on essaye de l'appeler pour essayer de lui parler, pour essayer de le convaincre. Pas un seul appel, pas un seul SMS. Je crois que c'est assez clair. En plus, Fathia affirme qu'elle ne savait même pas que Patrice avait refait sa vie. Lors de cette première audition, Fathia Mogdad va tout nier, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas qui est Dafina, elle connaît personne, elle en veut à personne, et elle a évidemment tué personne. Face à ces dénégations, les policiers abattent une première carte. Ils montrent à Fathia Mogdad que son téléphone a borné devant le domicile de Dafina et Patrice Dupuis le matin du meurtre. Elle dit que c'est pas arrivé, elle dit que c'est pas possible. Souvent, sa première réponse est « je comprends pas ». Donc si vous voulez, vous avez très peu de marge de négociation avec quelqu'un comme ça, hein, c'est un mur. Et rapidement, Fathia Mogdad s'enferme dans le silence. Les enquêteurs vont alors mettre la pression sur sa fille, interrogée dans la salle d'à côté. Elle se montre plus bavarde, mais elle nie toute implication dans le crime. La fille de Fathia, interrogée sur sa présence ce matin du 27 novembre 2012 au 1 rue de Normandie, va reconnaître devant les policiers qu'elle était avec sa maman, qu'elle a accompagné sa mère devant le domicile de Patrice Dupuis et qu'ensuite elle est repartie. La fille de Fathia affirme avoir quitté les lieux vers 9h le matin du crime. Or, les policiers savent que des voisins ont entendu des cris beaucoup plus tôt ce matin-là. Les pleurs sont entendus entre 7h30 ou 7h40 et, selon les témoignages, jusqu'à 9h. Cette imprécision de témoignage nous permet de laisser la porte ouverte à son éventuelle implication dans la scène au 9e étage. Alors, la fille de Fathia serait-elle complice ? Pour leur mettre la pression, le juge place Fathia Mogdad et sa fille en détention provisoire. La détention de la fille de Mme Mogdad n'a eu d'autre but que de mettre la pression sur sa mère pour que celle-ci admette qu'elle aurait commis le crime dont elle était accusée. Seulement, cela ne se passe pas comme prévu. En prison, Fathia continue de se taire. En revanche, après 6 mois de détention, c'est sa fille qui va craquer. Elle n'en peut plus dans le sens où c'est elle-même qui demande à être entendue par le juge et qui, à ce moment-là, va dire « bon, j'ai un peu une révélation à faire, il y a un tiers qui intervient. Ce jour-là, je ne peux pas vous livrer son nom parce que j'ai peur des représailles. » Elle explique très clairement qu'elle a peur
de cet homme qui a menacé sa mère, qui l'a menacée elle aussi de représailles physiques, de les tuer si elle révélait qui il était et pourquoi sa mère avait pu le rencontrer ce matin-là. Qui est cet inconnu menaçant avec lequel Fathia Mogdad avait rendez-vous le jour du crime devant le domicile de Dafina? C'est le téléphone de Fathia qui va révéler son identité. Les policiers découvrent que Fathia a appelé un homme qui s'appelle Pascal Herman à 7h55 et à ce moment-là, on sait qu'elle se trouve devant le 1 rue de Normandie. Fathia et Pascal se connaissent depuis une vingtaine d'années parce qu'ils fréquentent le même bar dans lequel ils se retrouvent. Interrogée par le juge d'instruction, Fathia admet avoir eu rendez-vous avec son ami Pascal Herman le matin du meurtre. Et elle va faire une révélation fracassante sur ce qui s'est passé le matin du crime. Vous savez qui a tué Dafina Ponovic? Oui, c'est monsieur Herman, Pascal. Comment le savez-vous? Il me l'a dit, j'étais avec lui le matin. Fathia explique alors que ce matin-là, son ami Pascal Herman voulait à tout prix récupérer une somme d'argent que Pascal Dupuis lui devait. Pascal Herman voulait récupérer une dette de Patrice Dupuis, dette qui serait liée à une consommation de résine de cannabis. Fathia explique au juge d'instruction que ce matin-là, donc, quand Pascal Herman est arrivé, elle lui dit « J'ai vu Patrice Dupuis partir ». Donc il n'est pas dans l'immeuble, en tout cas il n'est pas chez lui, il n'est pas dans son appartement. Pascal Herman décide de monter quand même, il semble foudrage. Et c'est à ce moment-là que Fathia décide de quitter les lieux. Elle dit ensuite que plus tard dans la matinée, elle va recroiser M. Herman. Et c'est là où M. Herman lui dit qu'il a tué Mme Ponovic et que si elle parle, il fera la même chose à elle et sa fille. D'après Fathia, Pascal Herman serait un dangereux caïd. C'est pour cela qu'elle n'avait pas osé en parler jusqu'à maintenant. Seulement sa version des faits ne va pas tenir longtemps. Placé à son tour en garde à vue, Pascal Herman semble être à l'opposé du profil décrit par Fathia. C'est quelqu'un qui au moment où on fait sa connaissance, c'est quelqu'un qui s'occupe de sa famille, qui le matin fait à manger à ses enfants, les amène à l'école, qui va voir sa maman, qui va chercher sa femme ensuite ou à l'hôpital ou au travail. Enfin, c'est quelqu'un qui, c'est pas quelqu'un qui divague et qui fait n'importe quoi. C'est quelqu'un qui est là, est pris dans les affres de sa situation et qui n'a pas du tout le profil ni le train de vie d'un caïd et encore moins d'un gros bras. Et face aux enquêteurs, l'homme va donner une toute autre version de l'histoire. Il s'était déjà parlé auparavant, il connaissait la situation, il savait que Fathia était dans une rage incroyable parce que Patrice Dupuis allait se remarier et qu'elle ne décolérait pas. Pascal Herman parlera de Fathia Mogdad comme d'une femme blessée par cet abandon, parce qu'il ne l'aide pas matériellement, parce qu'il a abandonné son enfant. Voilà ce qu'elle raconte autour d'elle, tout simplement. Et c'est elle qui était la victime de cette situation. Pascal Herman explique aux enquêteurs que Fathia Mogdad lui aurait demandé de l'aide pour une mission bien précise. Empêcher à tout prix le mariage de son ex-compagnon Patrice Dupuis et de Dafina Ponovic. Elle est en bout de course, Fathia Mogdad. On est le 27 novembre. Le mariage doit avoir lieu le 8 décembre. Elle sait qu'elle n'a plus le temps de convaincre Patrice. Elle sait qu'elle ne pourra pas convaincre Mme Ponovic. Donc la seule chose qui lui reste à faire, c'est d'empêcher, peu importe le moyen, ce mariage qui a lieu dans moins de 10 jours quasiment. Pascal Herman explique aux policiers que Fathia lui aurait proposé 1 000 € pour aller dérober ensemble chez Dafina Ponovic les documents administratifs liés au mariage. La mission de Pascal Herman, c'est premièrement, de faire ouvrir la porte à Dafina Ponovic. Ça, c'est la première mission. Il était convenu de toute manière que Pascal Herman, lui, ne vole que les principales affaires de la victime, le but étant d'empêcher ou de pourrir un petit peu l'organisation du mariage. Fathia Mogdad
avait préparé un faux colis avec un fond bon de livraison. Et Pascal Herrmann devait jouer le rôle du livreur. Seulement les choses ne se seraient pas déroulées comme prévu. Quand Dafina a ouvert la porte, Fatia l'aurait poussé violemment à l'intérieur et lui aurait bousculé Dafina. S'ensuit une espèce de confusion, de pugilat au sol, enfin de pugilat. Tout le monde tombe sur tout le monde dans tous les sens. Finalement, Fatia Mogdad se met sur Dafina Ponovic et lui applique un chiffon sur le visage. Ça sent l'éther. Il est le seul à donner ce détail de la scène de crime. C'est un détail absolument important. C'est un détail qui ne s'invente pas. Et les analyses de sang de la victime vont venir confirmer les dires de Pascal Herrmann. On retrouvera effectivement de l'éther dans l'organisme de Madame Paunovic. Alors qui croire? Que s'est-il réellement passé le matin du 27 novembre 2012? Et quel rôle précis ont joué Fatia Mogdad et Pascal Herrmann? Ils sont tenus. Pascal Herrmann et Madame Mogdad sont tenus. Ils savent très bien que s'il y en a un qui s'écroule, l'autre il va faire tomber l'autre. On a Pascal Herrmann qui dit que c'est Fatia Mogdad, et on a Fatia Mogdad qui dit que c'est Pascal Herrmann. Donc le juge d'instruction réunit tout ça, renvoie ça devant la cour d'assises, en se disant que les jurés feront le tri, enfin les jurés et la cour feront le tri et détermineront les responsabilités des uns et des autres. La fille de Fatia Mogdad est mise hors de cause et libérée. Le 27 octobre 2015, 3 ans après le crime, devant la cour d'assises de Bobigny, les familles de Dafina Ponovic et Patrice Dupuis espèrent que Fatia apportera enfin la réponse à leurs nombreuses questions. Moi, je veux qu'elle dise la vérité. Je ne sais pas comment elle peut vivre avec ça. Franchement, je ne peux pas vous dire comment on peut avoir des gens comme ça. Ce que j'attends de ce procès, déjà, c'est de voir et de pouvoir mettre un visage sur ceux qui ont fait du mal à ma mère et d'en savoir plus. Mais dans son box, Fatia Mogdad reste terriblement impassible. Elle évite de croiser le regard des familles. Elle pleure. Elle s'apitoyait sur son sort du fait que, voilà, elle se mettait en position de victime. En oubliant le contexte de pourquoi elle est accusée. C'est pour ça, c'était vraiment détestable. Et Herrmann surtout, de toute façon. Annie surtout. Qu'elle dit pas la vérité, c'est pas bien. C'est pas bien pour tout le monde. Elle a bousillé 3 familles. C'est pas bien. Finalement, l'ex-compagne de Patrice Dupuis va donner lors de son procès une nouvelle version du meurtre de Dafina. Ce que Madame Mogdad explique par rapport à sa présence sur les lieux le 27 novembre 2012, c'est qu'elle veut essayer de renouer un lien entre leur fils commun et M. Dupuis, puisque M. Dupuis étant parti du jour au lendemain, il a complètement coupé les ponts avec leur fils. Donc elle se dit qu'elle va parler de femme à femme avec Madame Ponovic. Madame Ponovic est mère également, elle se dit que de femme à femme, de mère à mère, elles peuvent se comprendre. Fatia Mogdad explique ensuite que tout a basculé lorsque la jeune femme a ouvert la porte. Et cela à cause de Pascal Herrmann. Au moment où cette dame ouvre la porte, qu'elle les voit sur le palier, et qu'elle va pour refermer la porte, et que M. Herrmann bloque la porte, il ouvre la porte violemment, elle crie. Selon Fatia Mogdad, c'est ce cri qui a signé l'arrêt de mort de Dafina. Car Pascal Herrmann aurait immédiatement cherché à la faire taire pour ne pas éveiller l'attention des voisins. Et c'est pour ça, dit Madame Mogdad, qu'il se jette sur elle et qu'il l'étrangle et qu'il lui met la main sur le nez, éventuellement pour lui mettre les terres. Dans ses explications devant la cour, Fatia Mogdad affirme que c'est son ami Pascal Herrmann qui a utilisé les terres. Elle ne serait jamais rentrée dans l'appartement.
Fatia Mogdad dit qu'elle prend la fuite au moment où elle se rend compte du déchaînement de violence inexpliqué de Pascal Herrmann à l'encontre de Dafina Ponovic. Elle part tout de suite en courant, elle s'enfuit en état de panique complète. Interrogé à son tour, Pascal Herrmann va donner, lui, une toute autre version des faits. Alors il se retrouve en bas de l'immeuble. Là, Fatia Mogdad lui dit monte et sonne, fais-toi passer pour un livreur. Pascal Herrmann sonne une première fois. Dafina Ponovic n'entend pas ou elle ne répond pas. Il sonne une deuxième fois. Elle ne vient toujours pas. Au bout de la troisième sonnerie, la jeune femme aurait fini par ouvrir la porte. Ils mettent en place le scénario prévu, c'est-à-dire je suis livreur, j'ai un colis pour vous. Et pour pouvoir pénétrer à l'intérieur de l'appartement, il demande à Dafina d'aller chercher un stylo pour signer le récépissé de livraison. Et c'est à ce moment-là que Fatia sort de sa cache, pousse Pascal Herrmann à l'intérieur de l'appartement et elle se cache dans une pièce ou dans un recoin de l'appartement. Dafina revient et découvre que le livreur a pénétré chez elle. Elle se met à crier. À partir de ce moment-là, Dafina Ponovic n'a strictement aucune chance de sortir vivante de ce qui va arriver. Pascal Herrmann avoue alors que c'est lui qui a fait tomber la jeune femme au sol, mais que la suite des événements lui aurait totalement échappé. Et ensuite, Fatia Mogdad va monter physiquement sur Dafina Ponovic. Elle va s'installer sur le corps de sa victime et commencer à la bourrer de coups de poing. Pendant que Pascal Herrmann est en train de fouiller l'appartement et d'empiler dans un sac poubelle qu'il a trouvé dans la cuisine tous les papiers qui pourraient ressembler à quelque chose d'intéressant concernant le mariage, Fatia, elle, reste en tête-à-tête avec Dafina. En fait, elle est en train de l'exécuter, elle est en train de la tuer. Pascal Herrmann dira qu'il n'assiste pas à la scène d'étranglement. Il dira qu'il n'a simplement vu Madame Mogdad s'acharner par des coups sur Madame Ponovic. Pascal Herrmann dit-il la vérité ? Toujours est-il qu'il n'est jamais intervenu pour sauver la victime. Pascal Herrmann a une personnalité assez particulière. Et c'est vrai qu'on peut lui reprocher, et d'ailleurs il a été condamné pour cela, en quelque sorte, de ne pas être intervenu pour calmer les choses. Mais il a considéré que c'était les affaires de Madame Mogdad, et lui, il a obéi passivement. Pascal Herrmann et Fatia Mogdad en restent là, chacun s'accusant mutuellement. Alors, faute d'aveu, comment savoir qui a commis ce crime ? À l'audience, les policiers et l'avocat général vont insister sur certains détails de la scène de crime qui, pour eux, désignent clairement l'auteur. J'ai la sensation, au vu de la présence de nombreuses touffes de cheveux, qu'on a eu affaire à une confrontation entre deux femmes. Alors c'est peut-être un peu caricatural au départ, parce qu'on se dit les femmes se crêpent le chignon, mais c'est souvent vrai. C'est pas anodin de placer autour du cou de la victime le short de bain de Patrice Dupuis et sa ceinture. Moi, j'y vois aussi une forme de signature, une vengeance. La vengeance d'une femme ivre de jalousie. Car pour l'avocat général, Fatia Mogdad est la seule des deux prévenus à avoir un mobile solide pour commettre ce crime. Elle avait une certaine honorabilité, Madame Mogdad. Elle était indépendante, elle avait un compagnon, elle a eu un enfant, elle avait son logement, enfin, elle avait tous les signes extérieurs de la réussite sociale. Et perdre tout d'un coup son mari, son concubin, à presque 60 ans, c'était inacceptable pour elle. En plus, elle n'a jamais été mariée avec Patrice Dupuis, alors qu'elle a eu un enfant avec lui. Donc je crois que ça signifie pas mal de douleur chez Madame Mogdad de se sentir à la fois rejetée, à la fois humiliée, parce qu'elle, on ne lui a pas offert le mariage. Il y a eu une montée en puissance comme ça de cette rage, de cette jalousie, de cette envie de vivre ce que Dafina vivait et qu'elle n'avait jamais vécu, elle, avec Patrice Dupuis. Le 2 novembre 2015, après 5 jours de procès, Fatia Mogdad est condamnée à 20 ans de réclusion pour assassinat. Une peine qui sera confirmée en appel en 2017.
Pascal Herman, lui, écope de 12 ans pour complicité. Malgré le verdict qui met un point final à l'histoire, les mensonges de Fathia Mogdad laissent un goût amer aux familles des victimes. Je préfère me dire que voilà, moi j'y étais pas, et j'ai pas pu voir qui a fait quoi que ce soit. Les deux connaissent vraiment la vérité, et l'un comme l'autre aurait pu le faire. Donc moi je serais toujours dans le doute de dire soit c'est lui ou soit c'est elle. Pour moi c'est les deux, ça me suffit comme réponse. C'est dur, il me manque beaucoup. Il me reste que des photos. Je vais tous les mois au cimetière. Moi, je me suis calmé parce que j'y allais toutes les semaines. Là, je me calme un peu, je vais essayer d'y aller une fois par mois. De toute façon, il n'y a pas une minute où je pense pas à mon grand frère. J'y pense tout le temps. Que je sois au travail, en train de faire n'importe quoi, je pense toujours. J'ai toujours sa tête dans ma tête. On est obligé de vivre avec. Patrice Dupuis et Dafina Ponovic laissent derrière eux 7 enfants.